Un très bon après-midi à vous tous qui suivez la télévision rwandaise. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Et tout de suite, parlons des sénateurs qui ont appelé le gouvernement à relever les défis actuels dans le commerce des intrants agricoles, notamment en révisant le programme Smart Nkunganire et en actualisant les incitations pour les distributeurs d'intrants agricoles afin de s'assurer qu'elles correspondent aux besoins et au développement actuel. Les précisions avec Patrick Nilitande. L'Assemblée plénière du Sénat a pris cette décision après avoir examiné un rapport sur les efforts du gouvernement pour fournir des engrais aux agriculteurs. En plus des préoccupations concernant le programme Smart Nkunganire et les avantages insuffisants pour les distributeurs d'engrais, les rapports ont également mis en évidence d'autres défis qui entravent la fourniture et l'utilisation efficace des engrais par les agriculteurs. Un autre problème que nous soulignons est que l'inspection de la qualité des semences améliorée n'est pas effectuée avec précision car RICA ne dispose pas de son propre équipement. Pour que RICA puisse inspecter correctement les semences ou même le fumier, un laboratoire est généralement nécessaire. Mais RICA ne dispose pas de son propre laboratoire. Parmi les demandes des sénateurs, il y avait un appel à la recherche sur les caractéristiques du sol non cultivé pour guider l'utilisation efficace des engrais. L'Université du Rwanda, dans le cadre de sa responsabilité de mener des recherches, reçoit des fonds alloués à cet effet. De même, il faudrait également approcher le RICA pour obtenir des fonds de recherche plutôt que de détourner l'argent vers d'autres questions. Puisque tous ces fonds proviennent du gouvernement, le RICA devait être soutenu dans ses efforts de recherche. De plus, des institutions telles que RAB et d'autres dans le secteur agricole devraient collaborer plutôt que de travailler de manière individuelle. Étant donné qu'elles dépendent toutes des financements du gouvernement, elles devraient s'assurer que l'argent est utilisé efficacement pour produire des résultats tangibles. En ce qui concerne la question de plus de 22 milliards de francs rwandais de dettes impayées dues par des districts aux entreprises fournissant des engrais agricoles qui entravent les investissements, les sénateurs ont appelé au paiement rapide et à une révision des prix payés. C'est une honte de voir des gens venir constamment au district pour demander leur argent. Ce problème devait être résolu car il entrave leur capacité à investir. Une autre préoccupation est que le système de tarification utilisant les prix de 2017 est injuste, d'autant plus que cela fait 8 ans et que les coûts du carburant ont doublé depuis lors. Le prix devrait être revu et mis à jour en conséquence. Après la présentation du rapport par la Commission du développement économique et des finances, la session plénière du Sénat a approuvé le rapport et a adopté 2 résolutions à transmettre au gouvernement. La première résolution vise à accélérer la mise en œuvre des résultats des recherches sur les caractéristiques du sol rwandais et à maintenir ces informations à jour. Cela permettra de suivre l'évolution des conditions du sol et de déterminer les types de fumier appropriés nécessaires pour différentes cultures. La deuxième résolution vise à relever les défis qui entravent le commerce des engrais. Cela comprend le perfectionnement du système Smart Nkunganire, l'établissement d'un processus clair pour l'obtention des reçus IBM via MOPA et l'intégration de ces systèmes avec les distributeurs d'engrais lorsqu'ils fournissent des engrais. Actuellement, 85% des semences agricoles du Rwanda sont produites au niveau national et sont fournies avec des engrais. Une enquête menée par l'Office rwandais de la gouvernance, RGB, a révélé que 61,6% de la population est satisfaite de la disponibilité des engrais, tandis que 60,4% est satisfaite de la disponibilité des pesticides. Au cours de la deuxième phase du NCT2, il est prévu que l'utilisation des engrais synthétiques passera de 70 kg à 94,6 kg par hectare d'ici à 2029.
Les investisseurs dans le domaine de l'extraction des pierres précieuses au Rwanda affirment que l'utilisation de la technologie les a aidés à augmenter la production et à trouver de nouveaux types de pierres précieuses. Les populations vivant autour des mines ainsi que les mineurs indiquent que ces activités ont radicalement changé leur vie. Il est avec Patrick Nyiridandi. Dans la province de l'Ouest, plus précisément dans le district de Rubavu, Rutsiro et Ngororero, se trouvent des mines où sont extraits des métaux précieux tels que la cassitérite, le coltan, le wolfram, le béryllium, le lithium, l'or et bien d'autres. Il s'agit d'une exploitation minière souterraine professionnelle. Cette activité est opérationnelle grâce à un investissement majeur qui utilise la technologie pour aider à mener l'exploitation minière de manière durable tout en protégeant l'environnement et en sécurisant les mineurs. Dans ces régions, des milliers de mineurs de diverses catégories, aussi bien des jeunes, des femmes et des adultes, indiquent que l'extraction de pierres précieuses a changé considérablement leur vie. Ils sont désormais prospères. Nous nous sommes vraiment développés grâce à cette extraction de pierres précieuses. J'ai commencé cette activité en étant célibataire. Et aujourd'hui, j'ai un enfant qui est à l'école secondaire. J'ai acheté des terrains, des vaches, j'ai une moto, j'ai un permis. Tout ceci, je l'ai obtenu grâce à ce travail. À cet endroit vivaient des gens, mais grâce à la technologie, nous avons appris qu'il y avait des pierres précieuses. Je viens de passer ici une année et demie en train de travailler et j'ai pu m'acheter 3 vaches. Une étude menée en 2017 a révélé qu'il existe 52 zones riches en minéraux au Rwanda, dont 37 ont déjà obtenu de permis d'exploitation minière. Les coopératives, les particuliers et les investisseurs internationaux ont investi leur capital dans l'exploitation minière. Les infrastructures et les progrès technologiques dans l'extraction de pierres précieuses comptent parmi les facteurs qui ont conduit à une augmentation de la production minière. Ici au Rwanda, il y a une multitude de pierres précieuses dans les régions de Rutsiro, Muhanga. Je profite de l'occasion pour remercier le président de la République qui nous a aidés en amenant l'électricité ici. Cela nous a permis d'augmenter notre production. Et nous avons même construit une usine. Notre objectif est de passer de 12 tonnes à 20 tonnes. Les chiffres de l'Autorité nationale des mines, du pétrole et du gaz pour 2023 montrent qu'au cours de cette année, le Rwanda a exporté des minéraux précieux d'une valeur de plus de 1,1 milliard de dollars américains contre 772 millions de dollars, soit une augmentation de 43%. Le directeur du département d'inspection des mines et des carrières de l'autorité rwandaise des mines, du pétrole et des gaz, Sengumuremye Donat, indique que le pays s'est fixé comme objectif de promouvoir l'exploitation minière et d'accroître ses avantages pour le pays. Notre premier objectif est de faire une étude pour connaître ce que le sous-sol rwandais contient comme métaux précieux. C'est vrai que nous connaissons une partie du contenu de cette richesse, mais les études doivent se poursuivre pour connaître la vraie cartographie des minéraux du Rwanda. En deuxième lieu, les activités en cours utilisant des équipements traditionnels doivent changer et nous devons passer à des équipements modernes en pointe avec la technologie. En troisième lieu, nous devons améliorer la qualité de nos métaux en séparant les déchets du produit fini. L'Autorité nationale des mines, du pétrole et des gaz indique que dans le sous-sol rwandais se trouvent 112 millions de tonnes de divers types de minéraux précieux d'une valeur d'au moins 154 milliards de dollars. L'or est l'une des principales sources de revenus du Rwanda.
L'or commercialisé comme provenant du Rwanda n'est pas seulement extrait dans ce pays, car une partie provient également d'autres pays, mais il est également valorisé dans les industries rwandaises. L'ambassadeur du Rwanda auprès des Nations Unies, Ernest Rwamucyo, a indiqué que bien que les chefs d'État africains aient fourni une feuille de route pour une paix durable dans l'Est de la République démocratique du Congo, les dirigeants de ce pays ne sont pas disposés à la suivre. Il a fait cette annonce devant le Conseil de sécurité de l'ONU en indiquant que les chefs d'État africains continuaient à chercher des moyens d'apporter la paix dans l'Est du Congo. Pendant ce temps, le gouvernement de Kinshasa continuait à armer la population, notamment le groupe Wazalendo, pour commettre des violences. Au lieu d'engager le dialogue, la République démocratique du Congo a délibérément ignoré tous les mécanismes mis en place par les organisations régionales dans lesquelles elle se trouve pourtant, y compris son refus de cesser les hostilités et son refus d'engager des dialogues avec son propre peuple, et l'a plutôt pris pour cible en raison de son appartenance ethnique. Depuis la prise de Goma, les dirigeants régionaux ont travaillé dur pour établir la paix. Mais au lieu d'aider le Congo à atteindre cette paix, certains pays ont continué à accroître leur présence militaire dans le conflit, y compris le Burundi. Cette prolifération incontrôlée d'armes a conduit des groupes autrefois affiliés au gouvernement congolais à commencer à combattre leurs anciens alliés. Nous avons souvent dit que lorsque le gouvernement augmente les groupes armés comme les Wazalendo et leur distribue des armes, le résultat, c'est le chaos. Nous l'avons vu avec les décès causés par les Wazalendo et d'autres jeunes à qui on avait donné des armes pour riposter. Et voilà le résultat que nous récoltons. L'Institut Dallaire a réuni des décideurs politiques, des experts en la matière et des praticiens qui commémoraient la journée internationale contre l'utilisation d'enfants soldats, également connue sous le nom de la journée de la main rouge. Le récit de Patrick Nilidandi. Cette année, la journée internationale contre l'utilisation d'enfants soldats, connue également sous l'appellation de journée de la main rouge, s'est tenue sous le thème « Violations graves contre les enfants » et au-delà, avec un accent particulier sur les tendances émergentes, les menaces et la voie à suivre pour agir. Selon la secrétaire permanente au ministère du Genre et de la Promotion de la Famille, le Rwanda n'a pas d'enfants soldats et a depuis longtemps évolué vers la professionnalisation de ses forces de sécurité et a également mis en place des lois pour protéger les enfants contre toute forme d'exploitation par les adultes. Umwana kujya mu gisirikare ntago ari uburenganzira bwe gusa buhahonyorerwa nko kujya ku rugamba. L'utilisation d'enfants soldats n'est pas seulement une violation des droits des enfants, mais aussi une grave violation de leurs besoins et droits fondamentaux, par exemple à l'éducation et bien plus encore. Et dans les situations d'urgence, voir des enfants armés est une grave erreur et devait être considéré inexcusable. Et nous sommes censés faire tout ce qu'il faut pour protéger tous les enfants contre de telles violations. Dans le contexte du Rwanda, pour se prémunir contre ces phénomènes, les forces de sécurité ont été professionnalisées et tous les processus et procédures de recrutement sont clairs et ouverts. Des annonces sont souvent publiées pour toute personne intéressée à rejoindre les organes de sécurité et des directives à suivre sont mises en évidence. Le processus de sélection est suivi à la lettre. Nos lois protègent également les enfants de l'exercice de certains métiers. L'ambassadeur Frédéric Ngoga, conseiller principal sur les partenariats internationaux pour les mécanismes régionaux de paix et de sécurité à l'Union africaine, déclare que le continent africain compte 17 conflits et que tous ces conflits impliquent des enfants dans des groupes armés dont certains n'ont que 12 ans. L'Institut Dallaire élabore une approche holistique pour prévenir le recrutement et l'utilisation d'enfants dans les violences armées, tout en poursuivant la vision ultime de la construction d'un monde où les enfants sont au cœur de la paix
et de la sécurité. Place à l'art et l'intelligence artificielle. Découvrons ensemble Machina Sapiens, l'exposition qui a été présentée à la conciergerie ayant marqué le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle dans le domaine de l'art. Cet événement unique montre comment l'intelligence artificielle s'intègre à la création artistique et influence notre quotidien. Son concept s'explique en 3 séquences, comme l'indique Franck Bouchard, responsable de l'exposition Machina Sapiens. Donc Machina Sapiens, c'est une exposition qui est un récit de ce qu'est l'intelligence artificielle à travers le regard et la vision des artistes qui utilisent de l'IA pour la plupart. Ce que j'ai souhaité faire en fait, c'est à partir d'une technologie qui est assez complexe à la fois dans son fonctionnement, dans ses impacts sociaux et existentiels, c'est de créer un récit assez le plus simple possible de ce qu'est l'IA. Et donc j'ai créé 3 séquences qui, la première, Login, parle des interactions quotidiennes qu'on a avec des IA embarquées, à travers des selfies, à travers des prompts, à travers des captchas, à travers même des photos de manière générale. Et voilà, pour susciter en fait une sorte de prise de conscience que l'IA, c'est aussi à travers nous, dans nos actes quotidiens qu'elle se développe. La deuxième partie, le système de l'IA, part de l'idée que l'IA n'est pas simplement un concept, c'est aussi des infrastructures, c'est aussi une industrie, c'est aussi du travail humain, c'est aussi de l'énergie et des matières premières, avec des impacts voilà, sur les métiers, des impacts sociaux, des impacts écologiques qui sont importants. Et d'ailleurs, là, je suis présent devant la carte de l'IA générative qui a été en fait créée par un collectif catalan qui s'appelle Thaler Estampa. Dans la troisième partie, on est plus dans une fiction spéculative où la technologie reprend les caractéristiques du vivant. On est un peu dans une sorte de vallée de l'étrange où l'IA devient une forme d'altérité avec laquelle on va être amené à coexister. Cette exposition démontrait comment l'intelligence artificielle a intégré la création artistique. Et pour en parler, je suis en compagnie de ma collègue Amandine Nikumasao. Amandine, bonjour. Bonjour Michel. Alors toi qui étais sur place, qu'est-ce que tu as tiré du sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle? En général, pour le sommet, moi, ce que j'ai personnellement appris, c'est que peu importe la contribution, qu'elle soit petite ou grande, elle est vraiment significative. Ici, je parle de l'inclusivité qui est d'ailleurs ici chez nous, c'est une nature, tout le monde, on avance ensemble et personne ne reste en arrière. Donc, j'ai encore une fois pris conscience de combien c'est important de travailler ensemble. Je propose d'ailleurs une partie du discours d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, qui a mis un accent sur l'importance et l'urgence de travailler ensemble. Cette concentration grandissante des capacités en matière d'intelligence artificielle menace d'aggraver les clivages géopolitiques. Nous devons empêcher l'émergence d'un monde de nantis et de démunis de l'intelligence artificielle. Nous tous travaillons ensemble. Nous devons faire que l'intelligence artificielle puisse combler le fossé entre les pays développés et les pays en développement et non le creuser. Alors, Amandine, peux-tu nous parler brièvement de ton appréciation de cette exposition Machina Sapiens? Pour moi, tout d'abord, il y a une partie des personnes qui étaient sur place qui avaient peur de l'intelligence artificielle, puisqu'il y avait une partie où on met une vidéo, on met des mots et on commence à parler à des gens qui ne sont plus là. Mais ce que j'ai tiré, c'est que s'il y a, on n'est pas éduqué. On ne peut pas se développer puisque l'IA est en train d'être... bien sûr, il doit y avoir une balance, un équilibre, parce que c'est un mal nécessaire. Alors moi, ce que j'ai tiré, c'est que ça peut être... l'intelligence artificielle peut être intégrée dans l'art et ça ne remplace pas la créativité ou bien l'authenticité, mais ça l'enrichit. Justement, en parlant de l'art et de la créativité, n'y a-t-il pas un risque, je dirais, de perdre l'originalité dans la créativité? En fait, c'est parfois un sujet d'inquiétude, mais l'IA ne remplace pas la créativité humaine. Elle l'enrichit donc. Elle offre aux artistes nouveaux donc, de nouveaux outils pour expérimenter et repousser les limites de l'art. L'originalité reste dans la vision et l'intention de
de l'artiste qui utilise l'IA comme donc, un moyen d'expression supplémentaire plutôt qu'un substitut donc, à la créativité humaine. En réalité, donc, l'intelligence artificielle peut même stimuler la créativité en ouvrant donc, de grandes perspectives et en facilitant l'innovation dans le processus artistique. Alors, quel est l'impact de manière concrète, l'impact potentiel de l'intelligence artificielle sur l'art, spécialement ici au Rwanda? Enfin, ici au Rwanda, l'intelligence artificielle offre de nombreuses possibilités aux artistes rwandais à générer donc, de nouvelles formes d'art en musique, art visuel ou littérature, numériser et restaurer les œuvres traditionnelles pour leur conservation, intégrer l'intelligence artificielle dans l'éducation artistique avec des plateformes d'apprentissage adaptées et aussi explorer de nouveaux médias comme les installations interactives et les œuvres génératives. Là, je dis pour n'en citer que peu. Et Amandine, est-ce qu'on dirait tant que les artistes rwandais sont prêts à intégrer l'intelligence artificielle dans leur art? Moi, je dirais qu'ils ont déjà commencé, puisque tu te rappelles même avant, pendant la Covid, c'est là où est venue la création, plus de création de contenu sur les réseaux sociaux et tout ça. Mais plus concrètement, oui, plusieurs initiatives existent déjà, comme le Rwanda Arts Initiative, qui propose des formations et des plateformes numériques pour promouvoir l'art. Et donc, le pays dispose d'un environnement favorable pour développer les projets artistiques intégrant l'IA et aussi les infrastructures, en s'appuyant donc sur un écosystème technologique en plein essor. Ah, d'accord. Merci en tout cas Amandine pour cet éclairage. C'est un plaisir, Michel. Ouais, tout de suite, place à l'international. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.